Je n'ai pas été invité à la croisière d'anniversaire de mariage de mes parents, même si c'est moi qui l'avais payé. Papa a texté, on a pensé que ce serait mieux sans toi. J'ai répondu, bien sûr. Le lendemain matin, maman a appelé 22 fois. La compagnie de croisière a refusé l'embarquement sans la présence du titulaire de la carte. 3 heures plus tard, la folie a commencé. J'ai commencé à avoir le sentiment que quelque chose n'allait pas environ une semaine avant le voyage. Ma mère était restée vague dans la conversation de groupe familial. Ma sœur aînée continuait d'ignorer mes questions sur les bagages. Même ma plus jeune sœur, qui d'habitude me dit tout, était soudainement devenue silencieuse. Puis, 2 nuits avant le vol, j'ai découvert la vérité. Je confirmais les détails de dernière minute avec mon père, vérifiant simplement les heures de prise en charge à l'aéroport, et il a mentionné nonchalamment qu'ils avaient organisé une navette pour l'hôtel. J'ai demandé, quelle navette ? Il a répondu comme si de rien n'était, oh, on a pensé que ce serait mieux sans toi. C'était tout. Pas de blague, pas de suite, juste ces mots. Ce n'était pas seulement le message, c'était le fait qu'il n'avait même pas essayé d'adoucir les choses, comme si j'étais le bagage en trop de mes propres vacances. Des vacances que j'avais planifiées dans les moindres détails et payées entièrement de ma poche. 5 billets de croisière, 2 cabines surclassées, des excursions dans chaque port, les vols, les hôtels, les forfaits spa. Le tout m'avait coûté un peu plus de 11 000 €. Je ne leur avais pas demandé un centime. Et maintenant, ils décidaient de m'exclure. Je n'ai pas répondu pendant près d'1 heure. Je suis resté assise là, essayant de savoir si c'était une sorte de mauvaise blague ou si j'étais vraiment devenu si jetable pour ma propre famille. Puis j'ai répondu par 2 mots, d'accord. Je n'ai pas expliqué, je n'ai pas argumenté. J'ai juste laissé les choses en l'état. Et à la seconde où je l'ai envoyé, quelque chose s'est glacé en moi. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé à 6h13 du matin. Ma mère avait appelé 22 fois avant même que je ne sorte du lit. Quand j'ai finalement jeté un œil à mon écran, j'avais des appels manqués de mes sœurs, un de mon père, et quelques textos frénétiques. La compagnie de croisière leur avait refusé l'embarquement. Ils ne voulaient pas seulement la carte de crédit, ils avaient besoin du titulaire de la carte en personne. Je me suis préparé un café et j'ai ignoré les appels. Mon mari, Julien, m'a regardé en silence et m'a demandé si quelque chose s'était passé. Je lui ai dit qu'ils avaient essayé de m'exclure et que maintenant, ils ne pouvaient pas embarquer sans moi. Il a dit, c'est bien fait pour eux. Tu veux des œufs ou du pain grillé ? J'ai attendu le 23e appel avant de répondre. Je l'ai mis sur haut-parleur. Maman était en train de perdre la tête, parlant de ma mesquinerie, du fait qu'ils étaient au port avec leurs bagages et ne pouvaient pas passer la sécurité. Elle n'arrêtait pas de crier que je devais prendre le prochain vol pour Marseille ou au moins appeler la compagnie de croisière pour les autoriser. Je lui ai dit non, pas avec colère, juste calmement. Oh, ai-je dit, ils auraient pu y penser avant de décider que je ne valais pas la peine d'être là. Puis j'ai raccroché. 3 heures plus tard, il martelait ma porte. Il était presque midi. J'étais déjà sorti prendre le petit déjeuner avec mon mari, j'avais promené le chien et n'avais aucune intention de répondre, mais il n'arrêtait pas. J'ai finalement ouvert la porte, et ils étaient là, tous les deux brûlés par le soleil du stress, se tenant là comme si je leur devais quelque chose. C'était le début de la folie. Et j'ai su à ce moment-là que cela ne se terminerait pas par de simples excuses. Quand ils ont commencé à frapper à la porte, je savais qu'ils ne venaient pas s'excuser. Je suis resté en haut des escaliers quelques secondes, regardant les ombres de mes parents à travers la vitre. Mon mari m'a demandé si je voulais qu'il aille répondre, mais j'ai secoué la tête. Je voulais voir leur visage moi-même. Je voulais entendre n'importe quelle excuse qu'ils pensaient pouvoir fonctionner. J'ai ouvert la porte sans un mot. Ma mère est entrée en trombe comme si l'endroit lui appartenait. Mon père a suivi, plus silencieux, mais agissant toujours comme si ce n'était qu'un malentendu mineur. Aucun d'eux n'a attendu d'invitation. Ils sont entrés comme si c'était encore leur maison, comme si j'étais encore leur fille au lycée, punie pour avoir mal répondu. Elle a explosé à la seconde où elle est arrivée dans le salon. Elle m'a accusé d'être égoïste, a dit que je les avais humiliés, a prétendu que le personnel de la croisière les avait traités comme des criminels à cause de moi, que les gens les regardaient quand on leur a refusé l'embarquement, et que j'avais tout planifié par dépit. Elle était convaincue que j'avais orchestré toute l'affaire juste pour gâcher leur voyage. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé s'emballer. J'ai regardé son visage devenir rouge pendant qu'elle fulminait sur tout,
des vacances perdues à l'ingratitude que j'avais toujours montrée. Mon père a essayé d'intervenir de temps en temps, lançant des petites phrases comme « ne crions pas » et « nous devons juste en parler ». Il ne comprenait toujours pas. Il pensait vraiment que je leur devais une solution, que j'allais me ressaisir et proposer un remboursement ou peut-être de reprogrammer. Il pensait que je me sentirais assez coupable pour recoller les morceaux pour eux, comme je l'avais toujours fait. Je leur ai dit que la croisière n'était pas remboursable. Ma mère a perdu les pédales. Elle a dit que j'avais gaspillé leur temps, leur énergie, leur confiance. Elle a dit que j'avais trahi la famille. Puis elle a essayé de retourner la situation contre moi, disant que si je ne venais pas avec eux, c'était la preuve que je ne voulais plus vraiment faire partie de la famille. Je n'ai pas dit grand-chose, je me suis juste assise sur la coudoir du canapé et j'ai regardé tout se dérouler. Mon mari est descendu à ce moment-là. Il s'est appuyé contre le mur, les bras croisés. Il n'a rien dit jusqu'à ce que ma mère mentionne son nom. Elle a dit qu'il m'avait empoisonné contre eux. Elle a dit, depuis qu'elle l'a épousé, elle est devenue froide, distante et, ces mots, calculatrice. C'est là qu'il a explosé. Il leur a dit de partir. Il leur a dit qu'ils étaient fous s'ils pensaient pouvoir me manquer de respect dans ma propre maison et quand même obtenir ce qu'ils voulaient. Il a dit que s'ils ne sortaient pas dans 30 secondes, il les aiderait à trouver la porte. Mon père a essayé de calmer les choses, mais c'était déjà fini. Ma mère criait à ce moment-là. Mon mari est resté là, les bras croisés, pendant qu'elle lui lançait une dernière insulte, puis elle est sortie en trombe. Mon père a suivi, plus silencieux que d'habitude. Nous n'avons pas beaucoup parlé après leur départ. Mon mari s'est juste assis à côté de moi et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien, mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que les cris. Pas de message, pas d'excuses. Personne n'a pris de nouvelles pendant 3 jours. Puis, la 4e nuit, j'ai reçu un texto de mon père. Il voulait parler. Il m'invitait à dîner. Juste moi, pas mon mari. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il m'a fallu quelques heures pour décider si je voulais y aller. Une partie de moi ne le voulait pas. Une partie de moi ne voulait plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Mais l'autre partie, la stupide partie pleine d'espoir, voulait croire qu'ils étaient peut-être enfin prêts à parler comme de vrais adultes. J'ai dit à mon mari que j'irais, mais je lui ai demandé d'attendre dehors au cas où. Je suis arrivé quelques minutes en avance. La lumière du porche était allumée alors que le soleil n'était pas encore couché, comme s'ils essayaient trop de paraître accueillants. Mon mari est resté garé de l'autre côté de la rue, à surveiller. Je lui ai dit que je n'en aurais pas pour longtemps. Je lui ai dit que c'était probablement juste pour parler, mais je pense que nous savions tous les deux que ce ne serait pas si simple. Dès que je suis entré, je l'ai senti. Tout était trop parfait. La table était déjà mise avec la plus belle vaisselle de maman, les serviettes pliées, la salade déjà dans les assiettes, les bougies allumées. Une bouteille de vin que j'avais apportée pour Thanksgiving était là, non débouchée, comme si elle n'attendait que ce soir, et tout le monde était déjà assis. Ma mère m'a accueilli comme si nous ne nous étions pas criés dessus 4 jours plus tôt. Mon père souriait comme un diplomate. Ma sœur aînée jouait soudainement l'hôtesse, me demandant si je voulais de l'eau, me proposant du pain comme si c'était un dîner mondain. Et ma plus jeune sœur, 16 ans et toujours douloureusement transparente, était assise en silence, clairement mal à l'aise, levant à peine les yeux de son assiette. Ils ont tous agi comme si rien ne s'était passé. Je me suis assise sans dire grand-chose. Ils ont comblé le silence avec des banalités. Ma mère m'a posé des questions sur mon travail. Mon père a demandé si mon mari allait bien. Ils ont demandé des nouvelles du chien. J'ai donné des réponses courtes. Chaque question semblait avoir été préapprouvée. La nourriture était bonne. L'atmosphère ne l'était pas. Puis, à mi-chemin du 2e plat, du poulet piccata et des asperges trop cuites, mon père s'est penché en arrière et a commencé son argumentaire. Il a dit que c'était dommage que la croisière n'ait pas fonctionné. Il a dit que la famille méritait quand même de se détendre après tout ce drame. Il a mentionné quelques idées qu'ils avaient envisagées. Ma mère a saisi l'occasion et a fait glisser quelque chose sur la table vers moi. Une brochure imprimée, brillante, pliée en 2. C'était pour un complexe hôtelier sur la Côte d'Azur. Pas n'importe quel complexe, un de ces endroits de spa dans le désert tout compris avec des piscines à débordement, des dômes de méditation et des massages quotidiens.
Le genre d'endroit où l'on va quand on veut prétendre que sa vie ne s'effondre pas. Elle a souri pendant que je la lisais. Elle a dit que ce n'était que pour 5 nuits, une bonne affaire tout bien considérée. Elle a dit qu'ils avaient déjà choisi les dates. Les vols étaient encore abordables si nous agissions rapidement. J'ai levé les yeux. Puis j'ai posé la seule question qui comptait, qui paie ? Ma mère a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Mon père a gloussé un peu et a dit quelque chose sur la façon dont j'avais si bien géré la logistique la dernière fois. Ma sœur aînée est intervenue en disant, si nous partagions le coût des souvenirs et des repas cette fois, ce serait encore plus facile pour moi. Plus facile pour moi. Ma mère a ajouté que ce n'était que 4 600 € cette fois, une fraction du coût de la croisière. Elle l'a dit comme si elle me faisait une faveur. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une offre de paix. C'était un coup monté. Ils n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit, ils essayaient juste de passer à autre chose comme si de rien n'était. Ils avaient reconditionné toute la trahison en un nouveau voyage. Un autre stratagème, où je payais, ils partaient, et je restais à nouveau derrière. J'ai jeté un coup d'œil à ma plus jeune sœur. Elle m'a regardé une fois, presque en s'excusant, puis a murmuré, à peine assez fort pour être entendu, ils n'arrêteront pas. Ma mère a tourné la tête brusquement vers elle, prononçant son nom sèchement. Mon père a essayé de désamorcer la situation avec un rire, balayant cela comme le drame d'une adolescente. J'ai dit, d'accord. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, que j'enverrais quelque chose plus tard. Ma mère a semblé satisfaite. Mon père a eu l'air soulagé. Je n'ai pas fini mon dîner. Je me suis levé, leur ai dit que j'avais un rendez-vous, j'ai serré ma plus jeune sœur dans mes bras plus longtemps que les autres ne l'ont remarqué, et je suis parti. De retour dans la voiture, je n'ai rien dit au début. Mon mari m'a regardé, attendant. J'ai juste secoué la tête et regardé par la fenêtre pendant qu'il conduisait. Cette nuit-là, je leur ai envoyé 1 000 €. Pas 4 600, juste 1 000. Sans explication, sans suite. Puis j'ai texté, ça suffit. Le silence après que j'ai envoyé les 1 000 € était trop parfait. Pas de sarcasme, pas de culpabilisation passive-agressive, pas de demande de suivi, juste rien. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient stupéfaits, attendant toujours que le reste de l'argent arrive. Peut-être qu'ils pensaient que c'était une erreur. Ou peut-être qu'ils commençaient enfin à comprendre le message. Mais à 11h58 le lendemain matin, mon père a texté, pouvons-nous passer demain ? La formulation m'a surprise. Pas de culpabilité, pas de pression, pas d'allusion au drame. Cela ressemblait à un message de quelqu'un qui ne voulait pas déclencher une autre dispute. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je l'ai montré à mon mari. Il l'a lu une fois, puis une autre, et a dit, c'est à toi de jouer. Je leur ai dit qu'ils pouvaient passer à 1 heure. J'ai été brève. Quand ils sont arrivés, c'était étrange. Ils sont arrivés en marchant comme des missionnaires. Visage calme, mots soigneusement choisis. Ma mère portait ce chemisier pastel qu'elle ne sort que lorsqu'elle essaie de ressembler à l'idée que quelqu'un d'autre se fait d'une bonne mère. Mon père tenait un sac cadeau dans une main et arborait ce sourire maladroit et trop travaillé qu'il utilise quand il est sur le point de demander quelque chose. J'ai ouvert la porte. Ils sont entrés sans attendre d'invitation, mais ils n'ont pas élevé la voix cette fois. Ma mère a même complimenté notre salon comme si elle n'avait pas insulté mon mari 4 jours plus tôt. Mon père a posé le sac cadeau sur la table basse et a dit que c'était juste une offrande de paix. Je ne l'ai pas touché. Ils se sont assis sur le canapé, côte à côte, et ont commencé leur performance. Ma mère a parlé de la façon dont elle avait réfléchi à tout et comment la situation de la croisière était devenue un peu compliquée. Elle a dit qu'il comprenait si j'étais blessé. Mon père hochait la tête à chaque phrase. Je leur ai demandé si c'était à propos de l'argent. Ma mère a souri et a secoué la tête. Mon père, au même instant, a dit oui. Ils se sont tous les deux arrêtés. Les yeux de ma mère se sont tournés vers lui, aussi vifs que du verre. Il a essayé de se rattraper, en disant que ce n'était pas seulement à propos de ça, mais soyons honnêtes, ça l'était. Nous le savions tous. Puis, sans crier gare, ma mère s'est levée et a dit qu'elle avait laissé quelque chose dans la voiture. Elle n'a pas expliqué quoi. Elle est simplement sortie par la porte d'entrée pendant que mon père restait assis, parlant de la façon dont les familles traversent des saisons et que nous étions juste dans une mauvaise passe. J'ai hoché la tête lentement, en écoutant, mais quelque chose s'est tordu dans mon ventre.
Elle était partie depuis 5 minutes, puis 10. Puis nous avons entendu la voiture démarrer. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. Elle sortait déjà de notre allée. J'ai regardé mon père. Il a cligné des yeux comme s'il ne réalisait pas qu'elle partait vraiment. Il a dit qu'elle avait juste besoin de prendre l'air, que c'était beaucoup à gérer pour elle. Je n'en ai pas cru un mot. Je lui ai dit de partir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste montré la porte. Il a attrapé le sac à dos comme s'il avait oublié qu'il était là. Il a dit, nous essayons juste de réparer ça, et il est parti. Je suis resté là quelques secondes, essayant de décider si je devais regarder à l'intérieur du sac ou le jeter directement à la poubelle. La curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une confirmation de réservation imprimée. 5 nuits. Le même spa sur la Côte d'Azur qu'ils avaient proposé au dîner. Payé en totalité et à mon nom complet, mon adresse, ma carte. J'ai couru vers mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai regardé la transaction, 4 956 €. Réservé en ligne, payé la veille de leur venue. Ils n'avaient pas demandé. Ils n'avaient pas attendu. Ils avaient enregistré mes identifiants de connexion lorsque j'avais réservé la croisière. Ils n'étaient pas venus pour parler. Ils étaient venus pour couvrir leurs arrières. Je l'ai dit à mon mari. Il s'est assis lentement, secouant la tête. Puis il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. Le lendemain matin, j'ai appelé le complexe hôtelier. Ils ont confirmé la réservation. Non remboursable, oui. Mais ils m'ont dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Seuls 2 noms figuraient sur la liste d'enregistrement, moi et un invité. Personne d'autre n'était autorisé. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je leur ai dit de ne rien annuler. Je leur ai dit que j'allais l'utiliser et je le ferais, mais pas de la manière dont ils le pensaient. L'enregistrement a pris moins de 10 minutes. J'ai présenté ma carte d'identité, signé une décharge concernant les heures du spa, et la réceptionniste m'a offert un doux sourire et 2 clés de chambre glissées dans une enveloppe blanche portant l'inscription « Bienvenue, Chloé ». Mon nom, ma réservation, ma villa. C'était immense. Plafond voûté, piscine privée, une baignoire profonde face aux montagnes. Tout était ensoleillé et calme. Une musique douce et propre jouait à travers des haut-parleurs cachés. Je suis resté au centre du salon pendant une longue seconde pour m'imprégner de l'atmosphère. Le genre de moment où le silence semble mérité. Le genre où personne ne pouvait plus rien me prendre. Plus jamais. Mon mari est arrivé 20 minutes plus tard, traînant une petite valise derrière lui. Je lui ai tendu la clé supplémentaire et j'ai dit, tout est à nous. Il a souri, n'a rien dit, et nous avons défait nos valises comme si c'était une lune de miel. Pas de publication, pas d'histoire. Nous avons gardé nos téléphones en mode avion pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, c'était la paix. Nous avons fait la grasse matinée, pris des verres au bord de la piscine et nous sommes promenés sur les sentiers tranquilles qui serpentaient à travers le complexe. Nous n'avons pas parlé de mes parents. Nous n'avons pas parlé de l'argent. Nous n'avons même pas parlé de la dispute dans mon salon ou du sac à dos avec la réservation volée. C'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas comme un distributeur automatique de billets marchand sur des œufs. Mais la paix ne dure pas. Pas avec des gens comme eux. Le 3e matin, j'ai rallumé mon téléphone. Il y avait déjà des appels manqués, des messages vocaux, une série de textos de plus en plus délirants de ma mère, suivi d'un de ma sœur aînée qui disait simplement « As-tu sérieusement pris le voyage ?» Puis un autre « Ils sont à l'aéroport. » L'hôtel ne les laisse pas entrer. Apparemment, ils avaient décidé de venir quand même. Ils avaient réservé des vols pour Nice, fait leur bagage et s'étaient rendus au complexe, en supposant qu'une fois arrivés, la réception arrangerait tout. Sauf que j'avais déjà fait mon enregistrement. La chambre était à mon nom. J'étais la titulaire de la carte. La réservation ne mentionnait qu'un seul invité, et la réception ne cédait pas. J'ai lu les textos en sirotant mon café sur notre terrasse privée. Mon mari m'a tendu un croissant et n'a même pas demandé ce qui se passait. Mon visage parlait pour moi. J'ai répondu à ma mère avec 3 mots, vous n'étiez pas invité. Moins d'1 minute plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Au début, elle ne criait pas, elle pleurait hystériquement.
Elle a dit qu'ils se tenaient là comme des idiots devant le comptoir d'enregistrement. Que les gens les dévisageaient. Qu'elle était humiliée. Que j'étais cruelle, mesquine, ingrate. Je l'ai laissé finir, puis j'ai dit, vous m'avez volé. C'est ce qui arrive quand on vole. Elle a dit que ce n'était qu'un voyage, juste de l'argent. J'ai demandé si c'était tout ce que j'étais pour eux. Elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les messages de la famille élargie, mon cousin, ma tante, même un ami de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Tous voulaient savoir ce qui s'était passé. Apparemment, mes parents étaient rentrés chez eux et avaient dit à tout le monde que j'avais gâché les vacances familiales par dépit. Ils n'ont jamais mentionné que j'avais payé. Ils n'ont jamais dit qu'ils m'en avaient exclu. Ils ont juste raconté l'histoire comme si j'avais agi de mon propre chef et volé tout le voyage pour les punir sans raison. Puis ma sœur aînée a posté une photo sur Facebook. C'était eux à un barbecue dans le jardin de quelqu'un. La légende, la famille rend tout meilleur. Ma mère souriait. Mon père faisait des grillades. Quelqu'un avait accroché une petite bannière bon marché en arrière-plan. Je n'étais sur aucune des photos, mais une de mes tantes a commenté, « Où est Chloé ?» Et ma mère a répondu, « Elle a choisi de ne pas venir. » Nous ne savons pas pourquoi. Elle agit étrangement ces derniers temps. Comme si c'était moi qui avais perdu la tête. C'est là que j'ai compris de quoi il s'agissait vraiment. Il ne s'était jamais agi du voyage. Il s'était toujours agi de contrôle qui pouvait être la victime, qui pouvait être au centre de l'attention. Je n'ai pas commenté la publication. Mais un jour plus tard, j'ai reçu un message de ma plus jeune sœur. Juste une ligne, il ment à tout le monde. Je suis désolé. Cela m'a touché plus que prévu. C'était la seule que je ne voulais pas perdre dans tout ça. La seule qui n'avait jamais joué leur jeu. J'ai répondu, tu ne me dois rien. Prends juste soin de toi. Elle a répondu avec une photo. Elle avait pris une capture d'écran de l'itinéraire de la croisière d'il y a quelques semaines, celui où mon nom figurait toujours en premier. Elle a ajouté, je vais dire la vérité. Et c'est là que les choses ont enfin commencé à changer. La première personne à m'envoyer un message après ma plus jeune sœur fut ma tante Martine, celle qui apportait toujours des gratins étranges aux réunions de famille et qui savait tout sur tout le monde avant même que quiconque ne dise quoi que ce soit. Elle ne m'a pas demandé si l'histoire était vraie. Elle n'a même pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste dit, j'avais un pressentiment. Puis est venue ma cousine Sophie, que je n'avais pas vue depuis les funérailles de notre grand-mère. Elle a envoyé un message simple, ils ont dit que tu avais gâché la croisière. Mais je me souviens que maman a dit que c'est toi qui avais payé. C'était vrai? Je n'ai pas édulcoré la vérité. Je lui ai envoyé la facture complète. J'avais encore le courriel, mon nom sur chaque ligne. Sa mâchoire a probablement touché le sol à mi-lecture. Elle a répondu par « nom d'un chien », puis silence radio. J'ai supposé qu'elle l'envoyait déjà au reste du groupe de discussion dont je n'avais jamais fait partie. Au cours des 2 jours suivants, les mensonges se sont effilochés comme un fil. L'histoire que mes parents avaient servi à tout le monde que j'avais annulé à la dernière minute, saboté le voyage, les avait laissés en plan a commencé à s'effondrer lorsque les gens ont commencé à poser des questions. Qui a payé la croisière? Pourquoi Chloé gâcherait-elle quelque chose qu'elle a financé? Pourquoi ont-ils dit qu'elle n'avait jamais été invitée tout en planifiant des vacances autour de sa carte de crédit? Et surtout, pourquoi sont-ils restés silencieux pendant 3 jours après l'échec de la croisière? Un par un, les gens ont commencé à me contacter discrètement au début, prudemment, comme s'ils avaient peur de marcher sur quelque chose qui pourrait exploser. Ils voulaient ma version, mais plus que ça, ils voulaient se distancer du désordre. Il s'est avéré que mes parents avaient parlé dans mon dos pendant des semaines avant le voyage, me faisant passer pour instable, difficile et trop émotive, disant aux gens que j'étais devenue contrôlante depuis mon mariage, que j'avais besoin d'espace, et que ces vacances étaient une chance de me donner une pause. Je n'étais même pas surprise. Cela correspondait perfectement à leur schéma, m'utiliser, puis me peindre comme la méchante quand cela les arrangeait. Mais ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle les choses ont changé une fois les preuves sorties. Une cousine plus âgée a partagé une longue publication sur la vérité familiale et sur la façon dont les gens vous souriront en face tout en vous effaçant dans votre dos. Elle n'a pas cité de nom, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Quelques autres ont aimé, puis commenté. Et d'un seul coup, mes parents ont commencé à perdre le contrôle de l'histoire.
Ils en avaient trop fait. Les gens n'aimaient pas découvrir qu'on leur avait menti, surtout pour couvrir quelque chose d'aussi laid. Mais même lorsque le vent a tourné, je n'ai pas jubilé. Je ne leur ai pas envoyé de texto, je ne les ai pas appelés. Je n'en avais pas besoin. Ils savaient. Je sais qu'ils savaient parce que 3 jours après que la vérité a commencé à se répandre, j'ai reçu une carte manuscrite par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait un mot écrit de la main de ma mère. Juste quelques lignes, nous ne pensions pas que ça irait aussi loin. Nous voulions juste nous sentir appréciés. Désolé si nous avons dépassé les bornes. C'était tout. Pas désolé d'avoir volé. Pas désolé de m'avoir exclu. Pas désolé d'avoir réécrit l'histoire. Juste désolé que les choses ne soient pas restées cachées. Je n'ai jamais répondu. Il ne me parle plus. Il célèbre toujours des choses, anniversaires, fêtes, dîners impromptus. Et je ne suis pas invité. Mais je vois les photos. Je vois les légendes. La famille d'abord, écrivent-ils. Pas de drame, juste de l'amour. Et ce qui est drôle, c'est que ça me va. Le pire dans toute cette histoire, ce n'était pas l'argent ou même la trahison. C'était de réaliser que je n'aurais jamais dû essayer d'appartenir à des gens qui ne me voyaient que comme un outil. J'aurais pu faire cette croisière. J'aurais pu me prélasser au bord de l'eau avec mon mari dès le début sans payer pour 4 personnes supplémentaires qui ne voulaient de toute façon pas de moi. Mais maintenant, je ne paie plus pour personne. Et ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. La mise à jour finale, cela fait 3 mois depuis la Côte d'Azur. La vie a été calme, paisible même. Plus de fausses invitations. Plus de messages passifs-agressifs. Plus de groupes de discussions familiales bourdonnant de plans que je n'étais pas censé voir. Je ne prends pas de nouvelles. Ils ne me contactent pas. Je pensais que le chapitre était clos. Puis, il y a quelques nuits, j'ai reçu un message de ma plus jeune sœur. Nous ne nous étions pas parlé depuis qu'elle m'avait dit qu'elle allait dire la vérité. J'avais supposé qu'elle avait soit changé d'avis, soit qu'il l'avait forcé au silence. Mais elle m'a envoyé un court texto, j'ai fini de faire semblant. Elle a joint une capture d'écran d'une conversation de groupe, juste ma mère, mon père et ma sœur aînée. Ils planifiaient un voyage de Noël à Strasbourg. Rien d'extraordinaire, juste une maison louée, quelques activités, le même arrangement que d'habitude. Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois jusqu'à la toute fin. Ma mère a écrit, ne parlez pas de Chloé. Elle va transformer ça en un autre drame. Disons simplement que nous avons pensé qu'elle avait d'autres projets. Puis mon père, elle ne veut jamais être impliquée à moins que ce ne soit son idée. Plus facile de la laisser de côté. Et enfin, ma sœur, sauf si elle paie. Alors là, elle est soudainement disponible. Ma plus jeune sœur a ajouté un deuxième message sous la capture d'écran, je leur ai dit que je n'y allais pas. Je passe Noël avec toi et Julien si c'est toujours d'accord. Je suis resté avec ça pendant 1 minute. Puis j'ai répondu, bien sûr que c'est d'accord. Elle n'a rien demandé d'autre. Elle a juste dit qu'elle réserverait bientôt son vol. Le lendemain, elle m'a envoyé un reçu. Pas une demande, pas une allusion, juste la preuve qu'elle avait déjà acheté le billet elle-même. Cette partie m'a surprise. Pour une fois, quelqu'un dans ma famille ne s'attendait pas à ce que je paie quoi que ce soit. Il voulait juste être là. C'est une petite chose, mais honnêtement, cela signifiait plus que n'importe quelle fausse excuse n'aurait jamais pu le faire. Alors, ce Noël, nous ne serons que nous 3, moi, mon mari et elle. Pas de drame, pas de culpabilité, personne n'essayant de contrôler qui que ce soit. Nous n'en faisons pas toute une histoire. Nous gardons les choses simples. Un dîner, de la musique, peut-être un film, et le genre de paix qui n'a pas de prix.